Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Après 2 semaines consacrées au manga Naruto, on voulait un peu rester dans l'esprit. Ainsi des ninjas, on passe aux tueurs. Enfin mieux, on passe aux tueuses à gages. Pas n'importe quelle tueuse. Parce que oui, on a remarqué que peu à peu, ça devenait une figure de plus en plus présente. Cette année par exemple, on a 3 nouveautés manga, dont l'un des personnages principaux est une tueuse à gages, et on est seulement début juin. Donc imaginez avec les 6 mois qui viennent en plus. Et si au cinéma, les tueurs et les tueuses à gages sont très présents, qu'est-ce qui caractérise ce type de protagoniste dans la BD japonaise ? C'est ce qu'on va voir dans cette émission à travers 6 mangas, et on verra que c'est un vrai métier dans le manga en tout cas, enfin dans ces récits quoi. Bref, cependant, dans un vrai métier, dans la vraie vie, tueur ou tueuse à gages, ou sicaire, on peut aussi dire sicaire pour tueuse à gages. Oui, j'avais jamais entendu parler de ce mot avant. Ah bah écoute, retourne à Rome, dans la Rome antique, tu verras qu'on peut l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un vrai terme ? Est-ce que c'est une vraie définition ou c'est un truc qu'on a emprunté ? Non, c'est un vrai mot, c'est un vrai terme. C'est tout simplement un terme pour désigner une personne qui se fait rémunérer par d'autres personnes, donc contre une grosse somme d'argent, pour tuer des gens, tout simplement. Les études sont assez variables sur le sujet, mais pour un contrat, on peut estimer qu'un tueur à gages touche entre 5 et 50 000 euros, selon la qualité du tueur à gages. Tu vois, Cagnard, toi, t'aurais un bon 45 000 parce que t'es très talentueux. Moi, je pensais que c'était plus par rapport à la taille de la cible. Oui, il peut y avoir de ça aussi. L'importance, la difficulté, tout ça, ouais, voilà. Mais bon, toujours selon les différentes études à travers le monde, ça ne concernerait que 1 à 5% des meurtres. C'est peu. Oui. Ouais, ça me paraît. Enfin, en tout cas, dans les années 2000 et avant les années 2000. Mais effectivement, en France. Non, dans plusieurs pays du monde. La grande question, c'est comment ils ont fait leur étude, quoi, parce que. Ouais, du coup, ils ont attendu 20 ans pour faire leur étude pour pouvoir avoir un peu de recul. Bonjour, excusez-moi, c'est pour madame. Ça qu'on n'a pas de. Vous êtes tueuse à gages, non ? Oui. Je voulais savoir combien de personnes vous avez tuées ces 20 dernières années. Mais c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire que là tous les chiffres que je donne concernent que les années 90-2000. Ouais, parce que les gens ont besoin de les gens qui font des recherches ont besoin d'un peu de recul. Et les mecs, pour avouer, d'ailleurs, c'était Brut qui avait fait l'interview d'un tueur à gages en Amérique latine. Ouais. C'était assez impressionnant. Ça faisait vraiment flipper parce que tu voyais que le mec, c'était son taf. Il n'était pas question d'émotion là-dedans, il était question de travail vraiment. En tout cas, ce qu'on remarque du coup avec juste ces quelques chiffres, c'est que à ce niveau-là, les gens préfèrent être servis par eux-mêmes. Préfèrent tuer eux-mêmes que d'employer quelqu'un pour le faire. Bien sûr. Oui, de toute façon, tu vas en tôle presque aussi longtemps dans un cas comme dans l'autre, donc. Oui. Alors, effectivement, t'as raison de le dire. Permettons-nous de rappeler que tuer des gens gratuitement ou contre de l'argent, dans tous les cas, c'est absolument illégal. Ah bon ? On vous déconseille de faire ça en tout cas. Et comme on dit donc dans les shows de catch, surtout, ne faites pas ça chez vous. Faites-le en extérieur. Tueuse à gages, un métier comme les autres dans le manga, c'est ce qu'on va voir et c'est dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bienvenue à tous et re-bienvenue dans la 5ème de couve où nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer certaines tueuses à gages dans le manga. Quel manga ? Eh bien, je vais vous donner la liste. Yarakiruru Kill Me. De nous, il ne restera que des cendres. Candy et cigarettes, Spy Family et Violence Action dans un instant. Mais bien sûr, on a nos 2 manga killers. Qu'est-ce que c'est ? Fabel. Vous l'avez ? On le laisse faire tout seul. On l'arrête, on fait quoi ? Il faut intervenir. Salut Clémence, salut Cagnard. Vous avez pas la ref là ? Faut c'est très lointain si, mais c'est. Talking Heads. Psycho Killer. Voilà. Ok, c'est ça. D'accord. Mais c'est un homme, ce n'est pas, donc c'est un tueur. Ce n'est oui, pas une mais là il tueuse. se mettait dans la tête d'un tueur en série. Ça n'a donc rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui. Bref, si vous étiez une arme d'une tueuse à gages, vous seriez quoi ? Ah, c'est une question. Je crois que je vais prendre l'option. Petit couteau. Non, Jurassic World 2.
Il décide de vendre des T-Rex pour effectuer des missions justement et tuer discrètement avec pas un tyrannosaure, un vélociraptor. Un vélociraptor. Ah ouais. C'était la meilleure idée que j'avais trouvée dans le film. Tu serais donc un vélociraptor. En fait, tu pointes la personne que tu veux tuer avec une espèce de laser, un truc comme ça, et le vélociraptor il va et il le défonce. C'est un peu coûteux quand même. Hein, comme, Oui, et le truc c'est pas que très je trouvais rentable. le plus bête, c'est-à-dire, et littéralement, une fois, mettons qu'il y a une foule de personnes, le vélociraptor tue cette personne et s'arrête là. Il ne va pas faire carnage dans toute la foule. Faut être quand même très talentueux en génétique. Bah, c'était un vélociraptor modifié génétiquement, justement. T'as le temps de bosser, tu sais, genre en fait ta cible est déjà morte de vieillesse le temps que tu arrives. J'ai très hâte de Jurassic World 3. Et moi je sais pas, parce que les tueuses à gages, surtout féminines dans Livret, ont souvent tué par poison, mais c'est pas trop mon style. Moi je trouve ça très stylé les guns, forcément, il y a un côté un peu sympa. Mais je pense que moi je serais tueuse par câlin. Ça va être un peu long. Ouais, mais c'est de l'asphyxie en fait. Hein. Est-ce que tu penses que de la Japan Expo c'est une espèce d'énorme tournoi de tueurs à gages mais spécialisé en câlin et qu'en faisant des free hugs les gens essaient de tous se tuer les uns c'est les ça, autres. en fait ils ont toutes leurs cibles, mais du coup ils peuvent pas tuer tout le monde, ils tuent que leur cible forcément, mais ils attendent que la cible tombe dans leurs bras il y a peut-être un tournoi sous-marin à de la Japan Expo dont on n'est pas au courant. D'ailleurs, juste pour ceux qui nous écoutent, si vous allez à Japan Expo cette année et que vous voulez faire des free hugs, pourquoi pas, on est tolérant ici, gardez vos t-shirts. Ah oui, c'est très important. Il y a vraiment des gens qui font ça. Moi j'ai jamais vu des gens sans. C'est vrai. Ah oui. Et puis de manière générale, même si vous Quelle voulez pas idée. faire de free hugs ou autre, gardez votre t-shirt. Dans tous les cas, c'est bien, c'est une bonne chose. Je veux dire, même si vous faites un cosplay Ace. Ouais. Ah, c'est compliqué là. Ouais, mais gardez quand même un. Faites un t-shirt avec un trou au milieu ou je sais pas. C'est bien parce que un t-shirt avec des abdos, tu vois. Votre transpi est personnel. Elle doit pas nous concerner en fait. Bon, moi, si j'étais une arme d'une tueuse à gages, je serais la petite corde là pour étrangler là. Ah mais oui. Le petit... Mais comme sort dans de ton poignet et tout. Mince, comment il s'appelle le jeu de combat là. Dans le jeu de combat. Mortal Kombat. Bah bien sûr, oui, comme dans Mortal Kombat, évidemment. Il y en a plein dans Mortal Kombat. C'est très corps à corps quand même. Hein. Très. Tu le tues sous tes mains, écoute, quoi. il faut d'abord séduire, ensuite. Oui. C'est le coup. Ouais, mais bien sûr. Tu enroules autour du cou, c'est ça, puis après tu sautes d'un étage, tu sais, par la fenêtre. Ah, exactement. C'est ça. Moi j'ai cette scène dans la tête, ouais, exactement. Tu peux tout faire. C'est violent quand même. Tac 5 c'est pour donner vos meilleurs plans pour vous aussi trouver des mangas où on tue des gens. Attention, soyons précis. Hashtag 5DC pour nous retrouver sur l'intégralité des réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à réagir aux émissions et aux posts que l'on fait sur les différents réseaux sociaux. Sommaire de cette émission, donc je répète la liste des mangas dont nous allons parler. Kiruru Kill Me. De nous, il ne restera que des cendres. Candy et Cigarette, Spy Family et Violence Action. Par qui on commence? C'est l'histoire de quoi, Violence Action? De Kei, 20 ans, une étudiante Mimi qui a un petit boulot. Ce petit boulot, c'est tueuse à gages. Et mieux que ça, puisque en fait c'est la numéro 1 du milieu. Elle est agile, elle est rapide, elle est surentraînée et personne ne peut vraiment réussir à se passer d'elle. Et d'ailleurs on n'arrive même pas à se méfier d'elle. Sa première mission, c'est d'aider le doc à se venger de sa famille et à réussir son examen de compta, parce que elle veut bien tuer, ok, mais elle veut aussi réussir ses examens, et c'est ça qui est important pour Kei. C'est prépublié en ligne depuis plus de 5 ans au Japon, ce manga Violence Action. Il y a 6 tomes au compteur. Le tome 1 sort ce mois-ci en France aux éditions Pika. Quant aux auteurs, il s'agit de Shin Sawada et de Renji Asahi. Renji Asahi qu'on avait pu voir sur l'adaptation en manga du film de Hosoda, Le Garçon. Et la bête, Cagnard, Violence Action. Kei, qu'est-ce que tu dis de cette jeune fille? J'aime beaucoup. En fait, dans ce titre, je trouve qu'on a un modèle de tueuse qui est assez particulier. Kei, comme tu as dit, c'est une tueuse, mais au fil de ma lecture du tome 1, ce que j'ai surtout vu, c'est que c'était comme une espèce de vecteur narratif pour te raconter le milieu de la pègre. Et en fait, pas spécialement se concentrer sur elle, mais plutôt sur ce milieu qui est sûrement fantasmé dans ce manga, mais je trouve que ça donne une jolie photographie de ce que peut être le milieu de la pègre. Alors moi, c'est le titre que je préfère dans la sélection, et je fais juste une petite parenthèse pour dire putain, mais c'est vraiment trop beau quoi. C'est généreux dans les décors, et le découpage, en fait,
à la première page, j'étais déjà à fond dedans, j'avais l'impression de voir un film, et j'avais beau me concentrer sur le dessin, je trouvais que les dessins de la tueuse étaient sympas, ils sont bien faits, mais en fait c'est tout le reste autour où je me suis dit mais c'est très très généreux en fait, ils donnent beaucoup de choses alors que c'est beaucoup de décors assez urbains au final, où tu pourrais te dire que tu vas t'ennuyer un peu, mais non, il y a ça, il y a les décors, et le découpage c'est hyper bien rythmé, j'ai adoré. C'est marrant, je te sens très motivé sur le manga en lui-même, même plus que l'héroïne tout court, parce que Kei, cette héroïne, moi je trouve qu'elle a beaucoup de style. Là il y a un combo de style. Visage d'ange, elle a vraiment ce petit visage où tu dis bah voilà, ça c'est une jeune fille, elle fera de mal à personne. Elle est posée, puis derrière elle a une attitude de démon et elle est dévastatrice parce que elle réussit à accomplir ses missions avec un talent, avec un brio qui est incroyable, et ce combo, cette opposition entre son visage d'ange et les actes qu'elle fait et qui sont absolument désastreux derrière. C'est très efficace. Improbable. Ouais, c'est très efficace. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, je pense, assez souvent, mais effectivement, ce paradoxe entre le look très cute, son air adorable. Enfin, je veux dire, il y a des moments, elle a des yeux en forme de fleurs. Enfin, sur certaines planches, vraiment. Et ses capacités meurtrières hors normes, forcément, ça fonctionne toujours bien. Mais justement, forcément, moi, quand j'ai lu ce titre, ça m'a forcément fait penser à la femme fatale. Parce que pour moi, la tueuse à gages, c'est une sorte de dérivé un peu moderne, en quelque sorte, de la femme fatale. La femme fatale, c'est quoi ? C'est celle qui apporte le destin, souvent tragique, autour d'elle, surtout des hommes. Et c'est surtout une figure de fantasme. Un fantasme pour les hommes, mais qui rejoint deux fascinations qui sont un peu inhérentes à l'homme, qui sont donc la sexualité et la violence, forcément. C'est quelque chose qui sont aussi c'est des femmes qui sont aussi séductrices que meurtrières. Et c'est comme ça qu'on imagine la femme, la tueuse à gages, même. C'est comme ça qu'elle a été construite. Globalement, dans le monde entier, quoi, dans la figure populaire. En fait, c'est celle qui va utiliser ses charmes pour tromper l'homme, pour tromper l'ennemi, et puis pour finalement renverser complètement la situation. Et c'est rigolo parce qu'en plus, c'est une figure qui est née aux États-Unis, en tout cas dans les années 40-50, avec les films noirs, où c'était justement juste après la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'était quand les femmes ont commencé à prendre un peu de pouvoir, ont commencé à avoir du taf, les hommes sont rentrés, et ça donne un peu ce truc de « oulala, qu'est-ce que ça fait des femmes quand on leur donne trop de pouvoir ?» Elles veulent tuer des gens. Qu'elles sont sans contrôle, elles te la font un peu à l'envers. Et c'est intéressant justement de voir comment cette figure évolue. C'est ça qui m'a marqué dans Valence Action, c'est que tu vois, entre Angelina Jolie par exemple dans le film Wanted, qui est la tueuse à gages par excellence, femme fatale, qui est belle, froide, calculatrice, et là Kei, qui est pas tant sexy que ça en fait, c'est vraiment elle est meurtrière mais cute. Ouais, elle est mimi. C'est vraiment, mais c'est à tel point, c'est quasi une idol. Exactement, mais à tel point qu'en fait c'est presque étrange parce que là on est plus sur le côté sexy et violent, on est sur le côté innocent et violent. C'est-à-dire qu'en fait le paradigme il a un petit peu changé, et là on a presque l'impression que c'est pas grave. C'est son métier, un métier comme un autre, c'est pas grave, bon oui, elle tue des gens, ça va, alors que c'est quand même un des trucs les pires qu'on puisse faire sur la Terre. Enfin, il y a vraiment ce truc de, mais on est d'accord, là, elle a tué quelqu'un, là, c'est pas un problème, d'accord. Oui, elle se confronte pas à des gens lambda en plus, les missions qu'elle doit effectuer, c'est face à des yakuza, des mecs de la pègre, quoi. Exactement, et elle est pas du tout touchée par l'horreur de ce qu'elle fait. Bien sûr, mais ça on peut le voir en plus dès le premier chapitre. Tu vois, tout le monde ne peut pas forcément acheter le manga, mais le premier chapitre est en lecture gratuite sur internet, il est sur le site par exemple de l'éditeur de Pika. Dès le premier chapitre, avec le doc, on peut voir ça, quoi. Tout ce que tu viens de dire, on se rend compte dès le début. Oui. Et en fait ça se développe en plus au fur et à mesure des chapitres. Ça reste toujours dans cette même thématique. C'est rigolo, il y a un côté un peu tranche de vie de tueuse à gages, mais avec ce côté un peu léger. Tu vois, le quotidien, voilà, qu'est-ce qui se passe quand parfois c'est un peu plus compliqué que d'habitude, c'est assez marrant. Ouais, et puis il y a une espèce de normalité parce que le premier chapitre, on peut le décrire très rapidement pour donner un peu envie au lecteur, c'est-à-dire qu'elle est devant quelqu'un qui est à moitié mort, a priori c'était la mission qu'elle devait effectuer, et là elle sort un appareil photo et le mec en face agonisant lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Elle lui dit en fait le commanditaire il aimerait bien avoir des photos de toi en train de souffrir, est-ce que tu peux tirer la gueule s'il te plaît ? Et tu vois tout de suite ça te donne une ambiance un peu bizarre, lui est là mais qu'est-ce que tu me racontes, je suis en train de me vider de mon sang, je vais pas tirer la gueule, et elle est tellement mignonne, tellement sympa parce qu'au moment où elle le dit ça a pas l'air craignos. Mais non, c'est genre allez s'il te plaît, c'est pour mon boss quoi, c'est pour le patron. Sois sympa. Ouais, et il finit par le faire quoi. Et en plus j'ai mes examens révisés quoi. Dépêche-toi.
Tu vois, il y a un truc qui est très drôle. Il y a une ambiance qui, dès le premier chapitre, t'embarque entre gravité et légèreté du ton que va avoir le manga sur la suite, quoi. Bah oui, mais c'est ça. C'est parce que il y a une sorte de construction narrative qui t'envoie dans quelque chose d'assez étonnant. Peut-être qu'on pourrait approcher de The Fable ou des mangas plus anciens encore. Pourquoi pas. Ah, tu vois, j'y avais pas pensé au manga The Fable, mais c'est vrai qu'il y a un truc de normalité du crime un petit peu. C'est un job à plein temps, c'est un boulot comme un autre. Mais tu fais bien de parler de la construction narrative, parce que moi, c'est un truc que j'ai compris après la lecture du premier tome. C'est que y a quelque chose d'assez bizarre, c'est-à-dire que les missions qu'elle doit effectuer, les commanditaires des missions, c'est tous des pourris. Sauf qu'au final, au fur et à mesure de sa mission, les mecs vont se raconter un petit peu plus, et là tu vas te rendre compte qu'ils ont un cœur. Alors qu'au début, t'as aucun des commanditaires que t'as envie de prendre en sympathie, ils ont tous l'air horribles, ils viennent tous du milieu de la mafia ou de la pègre. Et sauf que plus on avance dans la mission, et plus tu te rends compte que en fait il a une raison quand même d'agir comme ça. Et je trouvais que c'était assez malin, surtout que la dernière mission qu'il a faite dans le tome 1, c'est un petit peu tout l'inverse. C'est une vieille mamie qui a l'air toute sympa et tout, et tu dis elle doit avoir une histoire choupie quoi. Et en fait à la fin tu te rends compte que non, c'est une saloperie, tu vois, comme les autres. Et là c'est malin quand même, c'est un rythme qui m'a jamais laissé tranquille en tout cas. Si moi récemment je le mettrais en parallèle avec The Fable, tu le mettrais en parallèle avec d'autres mangas plus anciens, toi? Ouais, alors dès la première la première lecture, en fait, j'ai pensé à City Hunter. Dans une autre mesure au manga Ikigami, parce qu'en fait c'est une construction qui est assez simple mais qui fonctionne très bien. C'est que à travers l'émission de Kei, en fait tu découvres différents profils et surtout différentes histoires. Et moi je sais que c'est des constructions qui me plaisent toujours beaucoup, parce que tu vas peut-être pas trop en savoir sur le personnage principal, mais par contre tu vas aller chercher de l'histoire et tu sais que chaque histoire peut être totalement différente et changer de registre complètement, même si on tombe quand même souvent sur une même thématique qu'on abordera un petit peu plus tard. Mais je trouvais ça vachement intéressant de me dire tiens, c'est marrant de passer d'une histoire à une autre histoire à une autre histoire comme ça, et c'est dans ce sens là que je parlais de vecteur narratif. C'est elle qui va au gré des histoires quoi. Et puis malgré tout le parallèle avec City Hunter, on peut le faire facilement. C'est juste qu'elle c'est vraiment une débutante. Là où City Hunter c'est un trentenaire, donc on a du passif, ça se voit déjà juste sur sa tête qu'il y a du passif. C'est juste qu'elle on sait pas d'où. Et d'ailleurs si je peux me permettre, on peut dire que c'est City Hunter inversé, parce que comme tu dis, ok, lui il est plus âgé, mais la plupart du temps il protège les filles qui sont jeunes. Et là c'est tout l'inverse en fait, les commanditaires sont plutôt vieux et elle est très jeune, donc t'as limite un petit effet miroir. Moi ça me laisse une interrogation justement sur le développement de ce personnage, parce qu'en fait on n'en sait pas grand chose. En général on a l'habitude quand même que ces personnages de tueurs, de tueuses aient une backstory assez marquante, tragique. D'ailleurs à un moment donné elle va rencontrer une autre fille un peu comme elle, mais qui elle est dans le cliché avec sa backstory un peu donc de vengeance et tout ça. Et là, on sait rien. La seule chose qu'on sait, dans les premiers tomes, c'est vraiment, elle dit qu'elle est habituée à la douleur. Ouais. À un moment, elle dit ça. Voilà. Peut-être de l'entraînement. Et on sait pas plus. C'est vraiment une des seules phrases qu'elle nous balance comme ça. Allez hop là, tu vas t'en contenter, puis après tu liras la suite. Et je suis assez curieuse de savoir s'il va y avoir ou non une histoire derrière, parce que j'ai pas tant l'impression que ça. Je sais pas s'il va y avoir une très grosse histoire derrière. Je pense que le scénariste a quelque chose en tête, mais ce que j'aime bien moi aussi, c'est que sa motivation, en tout cas au tome 1, elle est d'une futilité incroyable. C'est un job d'été. C'est un job étudiant pour elle. Ouais, elle fait ça pour gagner un peu sa vie afin de réussir ses examens. C'est tout. Il n'y a pas de... il y a un côté très franc, très transparent de je veux gagner du pognon, a priori je suis plutôt doué pour ça, donc autant bien exercer mes qualités quoi, en gros. C'est ça, et finalement cette motivation très futile, c'est quelque chose qui me touche. Finalement je trouve que ça colle au récit quoi. Ouais, ça donne un truc léger, ça apporte un truc léger en plus. Et je voulais rebondir sur ce que disait Clémence au niveau de sa backstory, parce que je suis vraiment d'accord. Pour le coup, l'héroïne, quand t'as terminé le tome 1, elle est vraiment mise en retrait, je trouve. Et c'est pas forcément un mal, mais j'ai l'impression que c'est vraiment purement ce que je pourrais appeler un bras armé qui porte la vengeance des autres personnages. Du coup, c'est un petit peu tout l'inverse d'un des autres titres de la sélection où il y a une tueuse, et j'ai bien aimé faire ces deux lectures en plus en parallèle, mais littéralement, elle n'a aucune motivation à faire ces contrats-là. Tout ce que tu suis, c'est la motivation de vengeance
des commanditaires, et je trouve ça à chaque fois assez bien. Et pour elle, c'est futile, c'est se faire un peu de fric. Et tu peux même avoir des situations un peu à rebondissement, un peu absurdes, quand en fait non, c'est terminé, finalement j'ai plus besoin de vous tuer pour une raison quelconque, parce qu'en fait votre commanditaire il est mort, bon bah voilà, hop là, on change de contrat. C'est un peu, bon bah bonne journée, et elle part, et t'es là, quoi elle a essayé de me tuer il y a 2 secondes, et là c'est bon, elle est passée à autre chose. Mais ce personnage de Kay est vraiment très déconcertant dans l'ensemble. Et on n'a pas abordé l'entreprise qui l'embauche, qui est assez rigolote aussi, parce que je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est un service en ligne littéralement pour réserver. Je pense que le truc de façade, c'est de réserver des call girls. Oui. Et j'aime bien parce que t'as tout un langage qui, je pense, ressemble vraiment à un truc de call girl, genre quel genre de fille vous voulez et compagnie, sauf que chaque phrase est une référence directe aux capacités de la tueuse. Et rien que ça m'a beaucoup intrigué de me dire, oh là là, attends, mais il y a une entreprise derrière ça, ils ont réfléchi à ce truc, tout le monde connaît le lexique a priori qu'il faut utiliser, et même ça, il y a une espèce de légèreté parce qu'elles sont toutes en mode hyper kawaii sur le site. Et elle, quand elle veut se faire embaucher, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment il y a une fusillade, le mec il est obligé de passer par l'application sur la tablette, c'est hyper galère, tu vois, ils sont en pleine fusillade, il est là, ah oui putain je dois t'embaucher, ouais cliquez là, c'est bon. C'est la même, il y a un truc de légèreté, parce qu'elle s'inquiète pas plus que ça, et là non, faut passer par l'application, c'est le seul moyen, tu vois, je peux pas faire autrement. Mais tu sais, entre tout ce qu'on voit, entre la prostitution étudiante au Japon, des mangas qui parlent d'applis qui existent vraiment comme Rent a Girlfriend, le fait de pouvoir louer quelqu'un qui va faire office de petit ami, et tout ce genre de choses, quand on extrapole, à un moment donné, je me suis demandé si le manga en lui-même, si Violence Action et Kay, le personnage de Kay, était pas une espèce de miroir de la prostitution déviée version tueuse à gages, quoi. C'est possible, pour le moment dans le tome 1 c'est un peu court pour comprendre ce qu'il veut dénoncer en tout cas. Mais ça pourrait carrément être le cas. Et puis moi j'ai bizarrement, pour rebondir sur ce que disait Clémence, j'ai plus de questions sur l'entreprise que sur elle. Mais parce que elle, j'ai aucun doute qu'on va raconter son histoire. Si je pars du même principe que City Hunter, t'as beaucoup d'histoires, des missions qu'il doit faire, et t'as toujours à un moment une mission qui le concerne lui, où tu vas découvrir une de ses anciennes missions et tout. Donc je pense qu'on va y arriver. Après, je suis pas sûr que ça soit vraiment l'objectif du narrateur. Puis c'est pas mal comme ça laisse une pointe de mystère. Elle est bizarre cette jeune fille quand même. Clémence, le mot de la fin sur Violence Action. Moi j'avais un peu une interrogation parce que plutôt par rapport justement à cette fameuse figure de la tueuse à gages, de la femme fatale, il y a un côté chez Kay qui est quand même très moderne. Elle est très jeune, très indépendante. Enfin le côté. Est-ce que la tueuse à gages, c'est pas une version justement ultra moderne, peut-être même féministe, de la femme fatale, puisqu'en fait, le fait que ça devienne un vrai métier, c'est-à-dire que c'est plus juste la femme qui va tuer, mais c'est la femme qui va gagner de l'argent et qui va gagner sa liberté justement par ce métier-là, qui est un métier violent et donc traditionnellement on aurait pu attribuer aux hommes. Et c'est vrai que tu vois, un peu à la Lady Snowblood, tu vois, qui vit sans dépendre d'un homme en suivant les pistes pour faire sa vengeance et qui du coup enchaîne les contrats sur le chemin. Il y a un peu ce truc de elles tuent selon leurs propres règles. Il y a un côté très indépendant, très un peu empowerment un petit peu. Enfin, c'est vraiment une interrogation que j'ai eue parce que il y a ce côté-là, on va dire cette image féministe de la femme qui prend le contrôle de sa vie en prenant celle des autres, quoi. Pourquoi pas ? À travers un job étudiant. Et en même temps, c'est vrai que pour moi, la femme fatale, c'est un peu une figure très... je vais parler de male gaze, mais c'est vraiment une figure qui a été créée par les hommes avec ce truc de fantasme. Oui, qui vient du pulp. Exactement, de la femme sexy et fatale, meurtrière. Et surtout la femme qui te trahit au final, tu vois. Si elle vient te draguer et tout, c'est parce qu'en fait, elle veut te tuer. C'est-à-dire qu'elle a l'air mignonne comme ça, mais en fait, elle va te trahir et il y a ce truc, méfiez-vous. Et du coup, je suis un peu perplexe par rapport à cette figure de la tueuse à gages qui, d'un côté, est beaucoup plus féministe que ce qu'on avait pu avoir avant. Et en même temps, ça reste, tu vois, je me demande, là, ça reste une petite jeune, tu vois, tueuse à gages en mini-jupe, quoi. Oui, et puis elle est dépendante de son entreprise aussi, donc oui, je pense qu'il y a de ça, hein, une sorte de V2 de la femme fatale, sauf que la femme fatale était plutôt vue dans les récits comme un ennemi,
Alors que là, c'est le protagoniste de l'histoire, même si je trouve qu'il est vecteur narratif et tout. Là, tu la suis et t'as envie moi perso, je suis de son côté. Parce que pour le moment, depuis le début du bouquin, elle fait que des bons choix. Même les gens qu'elle aide, c'est plutôt des bons choix au final. Mais c'est peut-être un step-up. Au final, la femme fatale n'est pas forcément une ennemie. Ça peut être au contraire ton personnage principal. De toute façon, ce qu'on remarque là dans les différents mangas, même ceux dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'à chaque fois, la tueuse à gages n'est pas une tueuse froide et méchante. C'est que la plupart du temps, elle accepte les contrats, mais pas pour tuer n'importe qui, pas pour tuer le premier innocent qui passe. Oui, mais il y a un côté aussi, on a l'impression que, en tout cas dans le manga, la femme fatale, c'est plutôt une jeune fille. Elle déjà, elle est plus jeune que dans la femme fatale, on va dire, traditionnelle américaine, on va dire. Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose. Alors, c'est plus tant sexy que mignon, mais finalement, on est quand même un peu dans... Enfin, je me demande s'il n'y a pas plus une fascination pour les jeunes filles meurtrières, on va dire, au Japon, japonais, j'en sais rien de... Bon, après, techniquement, une jeune fille, t'auras tendance à moins te méfier qu'une femme si t'es dans l'état d'esprit de quelqu'un veut me tuer, tu vois. Mais c'est vrai que quand on continue sur les différents mangas dont on va parler, en opposition, donc ça, il y a Violent Action, en opposition, il y a une mangaka qui a écrit un manga et qui a dessiné un manga qui s'appelle De nous, il ne restera que descendre, où là on est assez en opposition à Violence Action. Et puis au milieu il y a Candy and Cigarette avec une tueuse qui a 12 ans quoi. Mais au final je trouve que ce que Clémence dit se retrouve dans les 3 titres que tu viens de dire, l'image assez angélique du personnage, bien sûr, pas exactement traité de la même manière, on le verra pour chacun des titres, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de jeune fille, en tout cas jeune fille. Il faut absolument que tu ne te méfies pas. Le pire, c'est que moi, c'était un plot que je trouvais pas ouf. Quand tu m'as passé Violence Action, je me suis dit, ouais, une jeune fille qui est tueuse à gages, je ne vois pas en quoi c'est intéressant, en fait, parce que dès que tu le sais, ça y est, c'est bon. Il y a plus de secret, quoi. Tu sais qu'elle va commettre des missions. Mais franchement, je conseille vraiment très très fortement aux auditeurs de lire ce titre parce que il m'a pris par surprise. Il m'a vraiment pris par surprise et je me suis dit ah tiens c'est curieux, c'est différent, ça bouge bien et il y a une ambiance, un peu comme The Fable, comme tu dis Max. Il y a un truc vraiment très cool qui se dégage de ce manga. Je vous propose une autre vision de la tueuse à gages dans un second manga. Celui-ci, normalement, vous le connaissez, il s'appelle Spy Family. Spy Family, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Spy Family, là, on est sur la tueuse à gages, mais version experte. On est à mi-chemin entre sitcom familial et action. On partage les pages avec une espèce de fausse famille fabriquée de toutes pièces dans le but de s'approcher d'un homme influent pour préserver la paix dans le monde. Voilà, c'est très large, c'est à peu près très résumé. Le prochain, le tome 8, a été reporté au 23 juin prochain en espérant qu'il n'y aura pas d'autres reports parce que, vous le savez maintenant, les reports sont monnaie courante. Sont monnaie courante parce que c'est beaucoup de problèmes pour avoir du papier, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour avoir du carton, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour avoir des camions, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour avoir plein de choses. Ah oui, j'ai entendu parler d'histoires de vol de camions maintenant là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu parler d'histoire de vol de camion. Dis-toi qu'on m'a raconté une histoire où un imprimeur a voulu livrer des bouquins avec un camion bétaillère. Ouais, tant qu'à faire, oui. C'est-à-dire qu'il avait que ça, et sauf que c'est technique, on se rend pas compte pour nous, on fait c'est une bétaillère, c'est pas grave, on met les bouquins dedans. Sauf que non, les quais de déchargement, tout est vraiment précis, technique, et si ça s'ouvre pas par derrière mais sur le côté, ça marche pas pareil. Oui, et les mecs pourront pas le descendre et tout. Donc c'est super c'est super compliqué. Bref, Spy Family, Yor est une tueuse à gages, Clémence, et tu l'adores. En fait, pas tant que ça. Non, j'adore Spy Family, j'aime vraiment, je pense que c'est un des titres préférés, on va dire, de la liste que j'ai eu. Très léger, mais en fait, je l'adore, mais pas pour Yor. Pour moi, en fait, Yor, c'est un personnage qui m'intéresse assez peu par rapport à Lloyd et à Anya, par exemple. Moi, j'adore suivre les histoires d'Anya dans son école avec ses histoires de télépathie et le gars, là, le petit gars Damian, là, c'est adorable, franchement. Damien, ça, j'aime beaucoup. Mais Yor, pas trop, parce qu'en fait, elle me donne l'impression que son métier d'assassin, c'est plus une sorte de facilité scénaristique qu'une véritable partie de sa personnalité.
je sais pas comment dire, mais en gros, ouais, ok, bon, elle a des pouvoirs surhumains, donc elle est un peu l'égale de Lloyd et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est plus un peu pour le décalage que ça crée en se disant, on va faire une famille, et puis, ça serait sympa que elle soit tueuse à gages, ça va être rigolo. Mais finalement, je suis d'accord. On va pas vraiment dans son activité, on n'en sait pas plus. Non, c'est Lloyd qui lead l'histoire. Exactement. De toute façon. Ouais. Et en plus, elle a vraiment, pas un peu comme dans Violence Action, mais elle a toujours ce côté très innocent, très naïf, mais presque un peu too much, c'est-à-dire que autant dans Violence Action je trouve ça sympa, autant là il y a un côté un peu ok, la meuf elle résiste au poison mais pas à l'alcool. Ouais. Bon bah faut être logique au bout d'un moment quoi. Enfin, il y a un truc, je sais pas, un peu, c'est plus pour le comique de situation que vraiment pour en faire un vrai développement. Et donc forcément je perds un peu l'intérêt, on va dire, du personnage. C'est très personnel. Je pense qu'il y a de ça, si il fallait mettre un personnage au niveau du rôle de l'espion. Et du coup, je pense que t'avais pas 15 000 rôles non plus qui existent, donc c'est la tueuse à gages. Et moi, j'ai un petit problème avec la tueuse de Spy Family parce que je crois pas l'avoir vu exécuter un seul contrat pour le moment. Je crois pas l'avoir vu tuer quelqu'un vraiment. Ou peut-être on disait elle revient de mission quelque chose, mais je crois pas. C'est toujours sous ellipse. Ouais, c'est sous ellipse. C'est ellipse, mais si, il y a un moment donné où on la voit avec la fameuse robe qu'elle a, la fameuse robe noire. C'est vrai que le style, faudra en parler, mais c'est vrai que. Et en fait, je me suis dit que la figure de la tueuse à gages, littéralement, c'était peut-être pas très shonen friendly. À côté d'un espion, tu vois, où un espion, tu peux montrer ce qu'il fait. Un espion, il s'infiltre, il se déguise et compagnie, mais une tueuse, littéralement, elle doit tuer. C'est ça, c'est vraiment sa mission. Donc je me suis dit que c'est peut-être pour ça qu'elle a un peu mise en retrait, justement, parce que montrer son travail équivaut à montrer de la violence en plus, ce qui n'est pas le cas de Lloyd, pour le coup. Et je vais être plus sympa que vous avec elle, parce que j'ai l'impression que sa backstory, elle est mise de côté dans le but, justement, d'attendre que les lecteurs soient suffisamment... investi pour pouvoir présenter un personnage qui puisse tuer d'autres gens et de toute façon même là le temps qu'elle est avec Lloyd, elle a un tout petit peu mis de côté son boulot pour le coup, mais il va revenir, c'est-à-dire qu'on nous met des indices, on est en train de nous faire comprendre que c'est Yor quand même. Bien sûr, mais après le personnage est adorable, mais c'est-à-dire que c'était par le prisme de tueuse à gages que forcément ce côté-là m'intéresse pas trop. Mais il y a même un moment, moi j'étais un peu marquée, presque un tout petit peu déçue, mais où elle se dit mais c'est vrai, maintenant j'ai plus à m'occuper de mon frère, et elle faisait ça pour son frère, pour subvenir à ses besoins. Maintenant j'ai plus besoin, pourquoi je continue? Et en fait elle évacue ça un peu rapidement en disant non, parce qu'il faut que je protège maintenant ma nouvelle famille. Mais pourquoi? Oui, non, c'est pas logique. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ou alors j'ai pas compris. Mais il y a un truc, en fait, justement, je me dis, ça pourrait être super intéressant. Justement, en plus, tu vois, t'es dans une famille. Bon, la petite, elle trouve ça génial que sa mère tue des gens. Bon, pourquoi pas? Visiblement, tuer, c'est très bien dans le manga. C'est génial. Allez, je pense qu'il y a ce truc-là où il pousse pas les potards au max parce qu'il y a quand même une petite fille, tu vois, qui sait à chaque fois ce qu'elle fait. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un ressort scénaristique. Par contre, plus qu'autre chose. Si on en arrive à ce que Maxime a dit, ça serait une très bonne idée. C'est-à-dire nous endormir sur le rôle de Yor, littéralement, se dire oui, au final, bon, c'est clairement le troisième personnage de la famille, quoi, et pour d'un coup d'un seul nous rappeler au bon souvenir, ça sera un très bon système, tu vois. Mais pourquoi je pense ça? Parce qu'en fait donc Spy Family, c'est une comédie d'action, mais c'est avant tout une comédie. Là-dessus on est d'accord que ça nous fait rire, et c'est difficile effectivement pour l'auteur de trouver le bon curseur avec Yor, parce que elle est pas spécialement drôle. Non. C'est Anya qui nous fait rire. Elle n'est pas encore aussi forte que Twilight, parce que Twilight, il est dans un contrôle, dans une maîtrise, c'est l'espion. Depuis le début, on nous raconte que c'est le meilleur. Et elle nous a dit peu de choses sur elle. En tant que tueuse à gages, on a même le sentiment qu'elle cache des choses. Et à Lloyd et à Anya, évidemment, elle cache des choses. Elle le cache à son frère également. Mais elle cache des choses au lecteur. Et dans Spy Family, s'il y a un truc qui est important, c'est que nous, en tant que lecteurs, on en sait plus que Twilight, on en sait plus que Anya, on en sait plus que Yor, parce que Lloyd, il sait pas qu'elle est tueuse à gages, Anya, elle comprend les trucs à moitié, Yor, elle sait pas qu'il est espion. Donc nous, en tant que lecteurs, on est assez omniscients à ce sujet. Nous, on sait tout pour le moment. On sait tout, sauf sur la vie de Yor. Sauf pour elle, et c'est sur elle qu'on sait le moins de choses. Ça a l'air gros. Voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il y a quelque chose qui peut se préparer. Je me demande, c'est vraiment de la pure spéculation là, mais allons-y. Si admettons qu'un jour elle ait un de ces contrats qui compromettent potentiellement la mission de mais ça Lloyd, serait génial.
Ça, je me dis, ça pourrait être intéressant de voir un développement comme ça, de à quel moment, quand ils vont se prendre un peu les pattes. Oh, ça c'est sûr qu'il va y avoir un truc comme ça de conflit d'intérêts. Et à quel moment lui va découvrir ce qu'elle est, ouais, voilà. et ainsi de suite. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ça. Je pense que elle est devenue comme ça. Pour vraiment aimer Yor, il va me falloir un moment, un twist. Après, c'est pas grave parce que moi j'adore ce titre et pas forcément pour elle. Et peut-être que plus tard, ce sera pour elle. Justement, tu vas avoir un retournement et c'est plutôt malin s'ils réussissent à faire ça. Et moi, je le mise plus sur un truc, c'est commanditaire, tu vois. Genre qui n'ont pas entendu parler d'elle depuis un petit moment. Et bon, elle est pas russe, mais on comprend que c'est à peu près des pays de l'Est, quoi. Je le vois bien. On envoie un tueur pour la tuer, quelque chose comme ça, tu vois. Oui, alors ça c'est dans Sakamoto Days. Bah ouais, c'est des titres de tueurs. On peut faire un crossover. Mais j'y ai pensé, Il y a peut-être une supérette à côté de leur maison, on sait pas. Ça. Bon, dernier mot, Clémence, sur Spy Family. J'adore, j'ai toujours le dernier mot, c'est super. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec, tu l'as aussi après. C'est clair, avec Spy Family, c'est les couvertures. Je trouve ça assez cool. C'est qu'en fait, à chaque fois, les personnages sont mis en scène avec des chaises de designer. Qui sont tout le temps différents et qui veulent dire forcément quelque chose sur la personnalité du personnage. Donc par exemple, Lloyd, c'est une chaise du Corbusier, donc qui est très élégante, raffinée, très carrée, voilà. Anya, j'adore, ça s'appelle le Marshmallow Sofa de George Belso et qui est donc très fun, très enfantine et tout. Et Yor, ça s'appelle La Chaise. De Charles Ames. C'est pour ça que ça m'a en plus fait penser à La Femme Fatale, parce qu'il y a vraiment ce côté... c'est en français, enfin, tu vois, genre la chaise, la femme fatale. La chaise. Alors, la chaise. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais voilà, c'est très élégant, énigmatique, et surtout, elle est blanche. Et du coup, la chaise, elle clash un peu avec ses vêtements ailleurs, qui sont toujours noirs et rouges, pour pas qu'on voit les taches de sang et tout ça. Mais du coup, on voit un peu la dualité toujours avec, forcément, son métier, le rouge, le sang, la violence, machin, et son innocence, puisqu'elle est extrêmement pure, innocente, naïve, voilà. Et du coup voilà, je trouve que ça représentait bien son personnage. Ouais, non, mais tu tiens peut-être un truc, hein. On est peut-être en train de spéculer sur le plus gros foreshadowing de tout Spy Family, hein, que en fait c'est le méchant, tu vois, j'en sais rien. Non, je rigole, hein, est-ce que t'as le nom de la chaise de Bond, le chien? Non, je l'ai pas noté. Ah non, mince. Mais, mais elle est incroyable sa chaise, mais elle est très connue. C'est une des chaises les plus connues du cinéma, elle est partout cette chaise. Tout à fait, chaise d'Austin Power. Ça c'était pour Spy Family. Spy Family, c'est aux éditions Kurokawa. Le manga suivant est aux éditions Casterman Saka. C'est Candy and Cigarette. Là on a une tueuse à gages version classe biberon, on peut dire ça comme ça. Bon, un peu plus que biberon. L'histoire d'un duo composé d'une jeune fille de 11. Au début 11, puis elle arrive au 12. Tueuse à gages et as de la gâchette donc, et d'un homme de 65 ans, un garde du corps à la retraite, qui a repris un boulot pour avoir les moyens de soigner son petit-fils. Et ensemble, ils effectuent des missions. Elle tue, lui nettoie. Mais leur but, c'est de mettre fin à la vie de criminels de haut rang, contre qui la justice ne peut rien faire. Ils ont d'ailleurs une cible principale qui va devenir peu à peu le fil rouge de l'histoire. C'est un manga donc en 11 volumes de Tomonori Inoue, qu'on a retrouvé avec le manga Coppelion plus récemment en France, qui était sa précédente œuvre avant Candy and Cigarette, et qui est donc dans la fameuse collection XS de Nueve Graphics, vous savez, les mangas à 3,90€. Et donc là vient de sortir le tome, il y a un mois et demi, le tome 9 de Candy and Cigarette. Il en restera donc 2 ensuite, Clémence. Alors j'avoue que j'ai assez peu lu, genre j'ai lu juste un tome, mais j'ai eu un super bon feeling sur ce manga. Et en fait c'est bête, mais elle a beau être extrêmement jeune, c'est la figure de tueuse à gages qui m'a en fait le plus parlé, que j'ai trouvé la plus intéressante. Déjà pour un truc tout bête, mais elle a conscience de l'acte de tuer. Alors c'est personnel, mais pour moi c'est important quand même que ce soit un peu soulevé. Et elle le dit elle-même, pour être assassin, il faut commencer par se tuer soi-même. Ouais, c'est une très jolie phrase qu'elle dit. Et moi je me dis, c'est bien, un manga au moins qui pousse un peu le truc, quoi, parce que qui pousse les curseurs émotionnels, qui traitent pas le meurtre comme quelque chose de banal. Alors certes, on retrouve à nouveau justement le concept, on va le développer, mais de vengeance qui est à l'origine de cette profession pour beaucoup de ces tueuses à gages, parce qu'en général tu te réveilles pas un jour en disant si j'allais tuer des gens pour gagner des sous, sauf dans Violence Action peut-être, on sait pas, mais pour réussir tes études et exactement, c'est important. Mais comme toujours, moi il y a un truc qui je trouve ça assez fou, il y a toujours cette justification des meurtres qu'elle commet. C'est-à-dire que c'est toujours des ordures qui ont échappé à la loi, toujours une bonne raison en fait de justifier le meurtre. Et d'une certaine façon, j'aimerais bien voir un peu plus de personnages qui sont moralement confrontés à leurs actions. Parfois, c'est pas
Enfin, le gars que tu butes, c'est pas vraiment la pire des ordures que t'as jamais vu de ta vie, en fait. Parfois, c'est pas comme ça. Et comme dans Butterfly Beast, par exemple, où là, c'est aussi une tueuse à gages, mais elle est confrontée à ses propres choix moraux. Et voilà, moi, il y a une scène qui m'a marquée dans ce premier tome. Je trouve ça incroyable. Quand elle débarque à l'opéra avec une petite jupe Lolita, elle a des lunettes cœur, un grand chapeau, et t'as le vieux qui lui dit mais si tu t'es vengé, pourquoi tu continues à tuer des gens? Et elle dit parce que c'est cool de tuer les méchants. Et en plus t'as une dame dans le fond qui est là, oh mais qu'est-ce qu'elle est adorable cette petite fille, et tu sais t'es là. Je trouve ça trop drôle et super symbolique en fait de ce titre, avec ce côté pareil, c'est plus la femme fatale, c'est la fillette fatale un peu, et voilà, donc toujours innocente mais voilà, violente, et j'ai trouvé la plus intéressante en vrai des trois. Kenyar, toi t'as lu beaucoup plus qu'un tome sur Candy and Cigarette. Ouais, mais en même temps, quand j'avais lu la première fois le tome 1, j'avais eu le même feeling que Clémence. Là, il y a bizarrement une bonne ambiance qui se dégage de ce titre où on parle de meurtre. Et là, du coup, j'ai repris la lecture, et c'est vraiment une très bonne série. Il y a un petit flow années 90. T'as l'impression que tout est bien équilibré. Le manga est un peu drôle, un peu d'action, très bien dessiné. Et là, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir un buddy movie des années 90, quoi. C'est vraiment la vieille personne et la fillette. Ils vont faire un duo et ça va pas forcément bien se passer, tu vois. Alors à Tarantino un peu, non? Non mais ouais, pour moi il y a vraiment un truc genre 24 heures, l'arme fatale, tu vois. L'arme fatale. Les duos improbables comme ça. Et puis là je trouve que ça fonctionne vraiment bien parce qu'ils sont déjà très drôles, mais en plus il y a vraiment un côté, comme dit Clémence, de psychologie de la fille qui est hyper intéressant, parce que en fait c'est beaucoup plus facile dans Violent Action de dire elle n'a aucune émotion, elle effectue ses contrats. Là on sait qu'elle est consciente et ça a l'air de pas la déranger. Du coup là moi je commence à la caler dans la partie des psychos, tu vois, vraiment je me dis c'est plus compliqué quand même. Sauf que le papy qui est avec lui, on en parlait dans l'émission sur les vieux, oui. Sur les héros plus vieux. Et lui, il a une conscience. Bah oui, c'est là que tout est inversé. Et puis en plus, je trouve ça assez choupi, la manière dont il légitime ça. C'est que non, mais en fait, vous travaillez pour le gouvernement, donc c'est que des méchants qu'on tue pas. Vas-y, c'est bon, roule. Tu peux tous les tuer. Et c'est effectivement. Là, j'ai lu jusqu'au tome 5, c'est littéralement que des ordures qui butent. À chaque fois, il n'y a pas un... Si. Non, désolé, là, justement, dans le dernier tome, il y a un truc un peu plus gris, justement, qui arrive. Ça va même encore plus loin, parce que c'est le truc du vieux qui a travaillé toute sa vie en tant qu'agent de sécurité, en disant non, mais du côté des gentils, et là, maintenant, je passe du côté des tueurs et tout, donc, entre guillemets, des méchants. Au début, il y a un peu cette réflexion-là. Et en fait, très vite, on lui dit, mais non, mais en fait, avant... tu cautionnais ce que faisaient les méchants, tu protégeais les méchants. Donc en fait, c'est maintenant en devenant tueur que en fait, tu deviens du bon côté de la justice. Comme c'est pratique. Oui, non, mais j'avoue qu'il y a vraiment un côté légitimité. Tu vas te dire non, mais ça va, vous inquiétez pas, c'est pas des méchants non plus. Puis d'ailleurs, lui, il a jamais tué quelqu'un, même pendant qu'il bossait. Jamais. Ouais. Alors que elle. Bon, elle enchaîne. Elle enchaîne pas. Parfois, c'est une as. Parfois, c'est rude quand même. Elle est douée. Ouais. Elle est très douée. Mais ça tient aussi beaucoup au talent du dessinateur, je trouve, qui, quand il met en scène les fusillades, tu vois la rapidité qu'elle a pour tuer, les différentes armes. C'est limite peut-être la plus professionnelle de celles que j'ai vues pour le moment, tu vois. Enfin, bon, après, c'est un championnat un peu chelou à faire, le championnat des meilleurs tueurs. Qui est le meilleur tueur ? Mais tu sais, elle a différentes armes et tout, tu vois, elle sait exactement... se servir de quelle arme et tout. Bon, il y a un moment, elle se fait un petit peu chicoter par un mec qui lui dit haha, une fois qu'on t'a enlevé tes armes, tu n'es plus qu'une fillette comme les autres. Et paf, elle le défonce. Tu vois, je suis là, bah oui, c'est pas quand même. Elle est pas définie que par ses armes, ça serait dommage, tu vois. Je sais pas, ça me fait penser. C'est vrai qu'il y a un côté presque facile chez toutes ces. Il y a un côté de l'erreur est assez rare en fait dans toutes ces figures là quand même. Elles sont extrêmement puissantes, très efficaces, et on les voit rarement galérer. Il y a un côté satisfaction aussi, je pense, du lecteur de voir ces femmes défoncer toutes les personnes qu'elles rencontrent. Bien sûr. Il y a que dans Violent Action quand même, il y a un moment où elle se fait un peu amocher par le gars. Tu vois, elle revient après puis elle le défonce, mais il y a... En fait, le truc, c'est que je pense que c'est forcément progressif. Au début, vu que t'es censé la montrer comme une force implacable, c'est obligatoire qu'elle ne soit pas touchée. Et plus on avance dans la série, plus les combats vont se montrer durs. Et toi, ça va être ton indicateur pour dire, ok, là, elle est en danger. Là, c'est compliqué. Je pense parce qu'on est au tome 1, il y en a déjà 6. Et parce qu'elle prend un petit peu plus cher. J'en ai lu qu'un, donc... Elle est jamais sortie. Pour le moment, je l'ai pas vue en difficulté encore. Elle est blessée à différents moments. C'est pour te montrer que là, on est sur
un arc important. Par contre, c'est plus psychologiquement qu'on lui tape dessus, et je trouve que c'est assez intéressant parce que elle vous le dit, elle est tarée. On vous parlait donc à l'instant de manga Candy and Cigarette aux éditions Saka Casterman. Le suivant, c'est un manga dans lequel on découvre d'abord une jeune femme très douée pour incarner un rôle afin de s'approcher de ses victimes. Ce manga s'appelle De nous, il ne restera que des cendres. Là, c'est vraiment une tueuse à gages version parité. Parce qu'en fait, elle est tellement douée que contrairement à ce qu'on pense pendant les premiers chapitres, c'est pas une tueuse. Cette tueuse est en fait un tueur. Parce qu'il se déguise super bien et souvent en femme pour accomplir ses contrats. Et s'il fait ça, c'est pas que pour le fric, c'est aussi pour retrouver l'assassin de sa famille, parce qu'il est pas vraiment méchant comme dans les autres mangas. Évidemment, il est pas vraiment méchant. Un manga donc en 4 tomes, signé des mains d'une mangaka appelée Akira Kasugai, qui nous plonge donc dans les années 90 en pleine bulle économique. Et ça, c'est important. Le contexte est important, avec la pègre chinoise également. Et je tiens à préciser que t'as raconté le twist, mais c'est pas vraiment un spoiler parce que ça arrive vraiment très très vite dans le manga. Et si on ne raconte pas ce twist, on peut rien dire de ce manga en fait. Sinon, voilà, Maxime a déjà tout dit, c'est une tueuse à gages qui effectue des missions. Alors celui-ci, moi je l'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, j'adore cette émission, les enfants. J'adore les titres qu'on a, ils m'ont vraiment tous fait grave plaisir. Et déjà, j'adore le titre en lui-même. De nous, il ne restera que des cendres. Je trouve ça hyper classe, et je trouve que vu que ces temps-ci on tombe dans pas mal de titres d'isekai où ils te racontent littéralement le plot du manga dans le titre, ça m'a fait du plaisir de voir un titre bien écrit. Tu vois, Violence Action, je trouve pas que c'est un titre bien écrit. Non. Ça marche, ça fonctionne. C'est plus littéraire comme titre. Oui, voilà. Et celui-ci, déjà, de base, il m'a attiré parce que je trouvais le titre un petit peu intriguant, quoi. Et ce que j'ai adoré dedans, c'est qu'il y a vraiment un gros côté John Wick. Alors, moi, les rapports que j'ai avec la saga John Wick, c'est que j'adore l'univers. Je suis pas très fan des films. J'aime bien ce qu'ils ont créé dans John Wick, c'est-à-dire une organisation vraiment professionnelle, traitée comme une véritable entreprise. Par exemple, dans De nous, il ne restera que des cendres, il y a ce truc de l'hôtel où t'as tous les tueurs qui vont se réunir là-bas pour faire leur deal et compagnie. T'as exactement la même chose dans John Wick. Et moi, j'adore ce principe de traiter ça vraiment comme c'est comme si c'était la NPE, quoi. Enfin le pôle emploi, c'est vraiment comme si c'était le pôle emploi du meurtre, et t'y vas, mais si t'y vas, tu connais les règles, et il faut t'attendre à potentiellement te faire agresser sur place, quoi. Après, ce que j'ai noté, c'est celui-là, le titre qui pour moi fait caisse de résonance avec Violence Action. C'est que là, pour le coup, on a un personnage principal qui est vraiment caractérisé. Pour le coup, c'est lui qui est le moteur de la vengeance. Et ses missions, au final, c'est une excellente raison de se rapprocher du but de sa quête. Et du coup, c'est exactement l'inverse de Violent Action. Et ce qui est assez marquant, c'est que je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, parce que tu as quand même l'occasion de voir 2-3 missions dans les 2 premiers tomes, c'est que chaque mission, il pense que c'est la personne qui recherche. C'est un personnage avec un certain tatouage qu'il porte sur le corps. Et à chaque fois, à la fin de la mission, c'est une déception parce que c'est pas cette personne-là, il faut bien qu'on continue. Et je me suis dit, tiens, mais c'est assez bizarre, toutes ces missions, elles ont un petit goût un petit goût amer au final, parce que c'est pas ce perso, donc tu sais qu'on va reprendre à zéro dans la prochaine mission, sauf dans l'une des dernières missions, elle a réussi à choper une petite info sur ce mec. Et je me suis dit, c'est assez rigolo parce que en fait, c'est assez triste cette histoire, quoi. À chaque fois, je suis un petit peu genre c'est dommage pour lui, quoi. Il avance pas dans son histoire. Et puis au final, il y a tout ce jeu de faux semblants, on va dire, dans ce manga, que je trouve hyper intéressant, parce que pour moi, ça tient même parfois plus de l'espionnage. C'est-à-dire que le personnage principal se travestit, c'est une chose. Il s'infiltre dans des gangs, dans des entreprises frauduleuses, on va dire, pour finalement éliminer sa cible. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait ça tient plus de l'espion, en fait. C'est pas vraiment le tueur. En soi, il a pas de raison de s'infiltrer aussi loin, tu vois, pour éliminer une cible. Si ce n'est que ça, c'est vraiment le concept du manga, parce que tu vois, en français ça s'appelle De nous, il ne restera que des cendres. En japonais, c'est Nibiro no Caméléon, le caméléon des couleurs sombres.
Et c'est ça, tu comprends très vite en avançant dans la série que au final, ce qu'il veut te raconter, c'est plus une histoire de faux semblants. C'est-à-dire, ils mettent tellement d'importance sur ce fait que le personnage se travestit en femme. Là, tu te dis, est-ce qu'il est obligé de le faire en femme ? Genre, est-ce que c'est adéquat pour toutes les missions ? Est-ce que c'est vraiment le concept en fait, il devient une tueuse à gages ? Oui, c'est ça. C'est comme un masque, en fait, en quelque sorte. C'est que quand il tue, quand il est sur sa quête de vengeance, il devient tueuse à gages et il devient femme, en quelque sorte. Il y a ce truc d'une dualité. C'est ce qui est d'ailleurs très intéressant de se dire que, justement, pour tuer, il devient femme. Comme si c'était plus simple justement d'aller approcher sa cible et de... Oui, c'est plus simple. Et c'est d'autant plus marquant qu'il se déguise en femme pour s'infiltrer. Mais par contre, au moment de tuer la personne, il retire toujours sa perruque. Il redevient homme pile au moment de commettre son assassinat. Puis même au-delà de ça, tu vas voir qu'il y a d'autres persos qui sont travestis aussi, qui sont des tueurs aussi à gages. Et donc très rapidement, au bout d'un moment, je me suis dit, je crois pas qu'il veuille vraiment parler de tueur en fait dans cette histoire. Il a sa quête de vengeance qui de toute façon est le moteur principal de l'histoire, mais je trouve que ça instaure vraiment une vraie ambiance où tu peux douter de tous les personnages, parce que t'as vraiment genre à chaque fois que tu vas voir arriver une femme en fait, tu vas finir par te poser la question, oui mais est-ce que en fait c'est pas un homme qui est un tueur en série ? Et je trouve que c'est assez original, c'est hyper frais dans sa glauquitude, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi toute cette liste, c'est le seul manga en tout cas de ce qu'on sait, parce que parfois avec les noms de plumes et les pseudonymes ça peut être trompeur, mais de ce qu'on sait, c'est le seul manga de notre liste qui est signé par une femme. Ok. Mais c'est marquant, parce qu'en fait il y a justement ce questionnement sur en fait la féminité, c'est une arme. Et on la retrouve dans tous les titres, mais là finalement il est évoqué un peu plus, de façon un peu plus prononcée, en tout cas il est montré. Oui, la séduction fait vraiment partie de la mission. Il faut qu'elle s'approche. Et puis là, les méchants, ils sont très très méchants quand même. Elles tombent vraiment sur des saloperies. T'as rien à sauver, c'est super. Et puis, le début est très bien. Ouais, mais même en connaissant le twist, il marche quand même. Ah oui, il marche très bien. Parce que dans le pitch du bouquin, si on lit la 4ème de couve, c'est écrit derrière. Ah oui, voilà, alors d'autant plus. Mais j'avoue que moi, j'avais pas du tout lu la 4ème de couverture. Je suis rentrée dedans et du coup, j'ai vécu le twist. Et quand je l'ai vu, je dis oh, mais c'est trop bien! Ouais, non, mais ça marche vraiment. Et puis. Mine de rien, on te donne des petits éléments sur sa vengeance, même s'ils sont très peu en fait. Tu sais qu'elle recherche quelqu'un qui a tué sa famille, qui a un tatouage, mais c'est tout ce que tu sais. Et pourtant, malgré cette toute petite croquette, j'ai absolument envie de savoir jusqu'où remonte cette histoire, parce que là, ça pue l'histoire qui remonte jusqu'à sa propre entreprise, jusqu'à son propre employeur ou autre. Enfin bon, je fantasme un petit peu les différentes versions, mais je sens qu'il y a du lourd derrière en tout cas. Si vous avez lu la 4ème de couve, vous êtes au courant du twist. Si vous écoutez la 5ème de couve, vous êtes au courant du twist. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à lire de nous, il ne restera que des cendres. Donc, aux éditions Kana. Manga suivant, là, on change de thématique, on passe dans l'humour complet. On est dans un monde presque contemporain avec un héros, un garçon qui s'appelle Nemo Aoi. Le héros de cette aventure qui est un génie. C'est un jeune directeur d'une 20aine d'années qui a toujours tout réussi, mais genre tout réussi fois 20 000, plus que tout ce que vous pouvez réussir dans votre vie. Il est à la tête d'un des plus grands groupes pharmaceutiques de la planète, c'est un virtuose, il est tout le temps à la une des journaux, plus que Elon Musk. Il est un expert en immunologie, docteur dans le domaine du biomédical, il est spécialiste en finance, enfin c'est n'importe quoi. Et donc quand il tombe amoureux, monsieur. Oui, c'est ça. Et donc quand il tombe amoureux, tout le monde s'attend à un conte de fées. Forcément pour quelqu'un comme ça. Mais non, parce que il sait pas faire comme les autres, donc la femme dont il tombe amoureux est une tueuse à gages. Donc, plutôt que de faire n'importe quoi de normal, il décide de tenter de la séduire, et pour ça, il lui propose un contrat, mais sans qu'elle le sache. Donc, il va voir son commanditaire, son chef à elle, son patron, et il achète un contrat sur sa propre tête pour qu'elle essaye de le tuer lui. Donc dorénavant, il est la seule cible que Kiruru doit éliminer. Et de son côté, la jeune fille, elle débute dans le domaine. Elle débute dans la tueuse à gagerie. Et donc, elle a un mec à assassiner. Et c'est ce type qui est complètement débile, complètement taré, qui est super riche, super fort, et qui est capable de résister à tous ses assauts. C'est un manga Kiruru Kill Me qui est signé Yasuhiro Kano, auteur de Pretty Face, auteur de M0.
ou plus récemment de Kiss DS, 30 ans qu'il fait des mangas. Donc là, on est face à un vétéran. Et au Japon, il y a déjà 4 tomes pour Kiroru Kilimi, donc une tueuse à gages qui est version CDD, mais plein temps, quoi. C'est-à-dire que c'est son boulot. On sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est un temps plein, quoi. Oui, on sait pas combien de temps ça prend, les cours. C'est CDI, du coup. C'est vague et on s'en fout, en fait. Non, parce qu'elle craint quand même, donc elle est plutôt dans le CDD. Ou alors elle est encore en période d'essai. Après, s'il se marie à la fin. S'il se marie à la fin, effectivement, ça peut se transformer en CDI ou en conte de fées, effectivement. Mais là, on est version tueuse à gages, version vraiment boulot, quoi. C'est It's just a job. Ouais. Moi j'ai été agréablement surpris par ce titre parce que pour être tout à fait honnête, j'avais commencé à le lire quand tu nous l'avais passé, Max, donc il y a quelques mois de ça, et j'avais littéralement lu 2 chapitres et je m'étais dit mais c'est quoi cette merde, enfin il y a du fanservice, c'est ecchi, et au bout de 2 chapitres j'ai arrêté de lire. Là, pour les besoins de l'émission, je me suis dit, bon, c'est le moment de redonner peut-être une deuxième chance au titre. Et je dois dire que je vais revoir ma copie. Parce qu'en même temps, c'est un titre que je trouve bête, mais vraiment très très bête. Et en même temps, je trouve que l'auteur, il est malin. Il est malin dans ce qu'il fait. Et c'est pas... Alors, il y aura toujours ce côté un peu fanservice ecchi qui m'emmerdera. Et qu'il a mis dans tous ses mangas. Hein. Oui, voilà, c'est un des trucs de l'auteur. Donc, tu sais que tu vas en avoir. Moi, j'aime pas ça, mais bon, c'est... voilà. C'est bizarre d'ailleurs, c'est le seul que j'ai pas lu de la liste. Mais honnêtement, je pense que t'as eu raison. Parce qu'en plus, lui, tu vois que c'est un connaisseur en ecchi. Tu vois. Il en est pas à son premier. Il maîtrise le genre. 30 ans qu'il fait des mangas, vraiment. 30 ans il a commencé en 92, pote, quoi. Il est chaud. Mais bizarrement... Quand je suis passé au-delà de ce truc, de ce red flag, on va dire, fanservice, la manière qu'il a de traiter l'assassinat, de le détourner en comédie, je me suis dit, ah mais attends, c'est un peu malin quand même, ce qu'il fait, c'est pas de la facilité non plus. On dirait que c'est de la facilité parce que c'est de l'humour. Mais en fait, il le réfléchit plutôt bien, son truc. Donc, je suis vraiment très désarçonné sur ce titre. Moi, je le continuerai pas, mais je pourrais parfaitement le conseiller à des gens, tu vois. Et le pire, c'est que vraiment, là, il traite le métier de tueuse à gages. Lui, c'est une espèce de big boss de start-up, de tout ce que tu veux, génie. Mais pour elle, il a vraiment un traitement de... C'est un métier... Dans ce monde-là, c'est un métier normal comme les autres. Après, c'est un monde totalement what the fuck. Oui, il s'arrête pas sur les explications de l'entreprise de... Voilà. Mais je sais pas, en plus, c'est un monde, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il passe de manière assez rapide là-dessus. Genre, oui, c'est une entreprise, elles ont la cantine et tout. Elles vont boire des cafés entre tueuses. Bon, allez, écoute, c'est la vie, hein. C'est ça, évidemment. Après, oui, dans toute la sélection, c'est vraiment la tueuse la plus improbable. Mais avec 1 ou 2 tomes, c'est aussi celle qu'on connaît le moins par rapport aux autres, ça. Parce que c'est pas non plus l'héroïne, elle est protagoniste, mais c'est pas l'héroïne. On va beaucoup plus se concentrer sur Nemo Aoi qui est un peu plus le. Et du coup, elle a un diplôme principal. De tueuse à gages, c'est ça un peu le. Non, parce que justement, si elle veut être tueuse à gages, il faut qu'elle réussisse ce contrat. C'est un peu plus vicieux, tu vois. Elle est pas officiellement tueuse à gages pour le moment. Oui, c'est le rite de passage. Ouais, c'est ça. Mais comme lui, il est un peu pervers narcissique. mais tout va bien, Clémence, dans ce manga, tout va bien. Vraiment, tu vas adorer. Je suis heureuse là. Mais du coup, il pose un contrat sur sa propre tête pour qu'elle ne se consacre que à son assassinat à lui. Mais si elle réussit, il meurt. Mais il faut être accroché, oui, parce qu'effectivement, heureusement, elle débute, mais tu sais, genre. Même admettons, dans la vraie vie, personne ne fait ça, mais admettons, quelqu'un de complètement Elon Musk, voilà, se dit, bon. Je pensais à lui, moi aussi. Ouais, vas-y, je tente le truc. Et faut être bien accroché pour pas se faire tuer, parce que c'est facile de tuer des gens, en fait. Non, mais lui, en fait, il est archi entraîné aussi de son côté. Il a tout un lot de technologie et compagnie. En fait, il réussit à déjouer les assassinats en vrai sans trop de problèmes. Je pense même qu'il est plus talentueux qu'elle si on devait les comparer sur l'assassinat. Il a l'air plus psychopathe qu'elle en tout cas. Ouais. Oui, elle est mignonne bête. Elle est ingénue. Ouais, c'est ça. Encore une fois, la fameuse tueuse à gages ingénue. Exactement. Alors que lui, c'est un psychopathe génie, mais associable, sociopathe pour le coup. Ok. Donc ça s'appelle Kiroru Kilimi et je suis quand même curieux de voir si, malgré tout, au bout du tome 4, est-ce que le scénario prend de l'épaisseur ou est-ce qu'on reste dans la comédie ? C'est la vraie question que je me pose. Je me demande parce que là ça me donnait un petit côté un peu Mr. and Mrs. Smith, tu vois, dans ce manga, sauf que là le potard humour il est poussé vraiment au max. Je me demande à quel moment
tu peux devenir sérieux avec un manga comme ça. Mais je reprends toujours dans ces cas-là l'exemple du manga Reborn, qui était très 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 humour et qui finalement est allé sur un truc plus tragique, enfin tragique entre guillemets, hein, mais plus sérieux, on va dire. Clairement, Kiruru Kill Me, c'est aux éditions Kurokawa. Avant de finir cette émission, c'est juste parce que, enfin, je vais en parler parce qu'il existe et que c'est un excellent manga, mais il est totalement hors propos par rapport à tout ce qu'on a pu dire, tout simplement parce que c'est le manga d'un auteur qui s'appelle Atsushi Kaneko. Je vous parle d'un manga qui s'appelle Deathko. Le monde de Deathko est peuplé de tueurs à gages qu'on nomme des Reapers, du nom de faucheuse, tu vois, les Reapers, et ils sont extrêmement nombreux, ils appartiennent à des guildes, il y a des syndicats, des machins, etc., et ils sont tous en compète, et donc il existe un classement, le classement des assassins, et le même contrat peut être accepté par plusieurs assassins. Et cet univers, il va être un peu foutraque, parce que arrive donc Deathko, une tueuse qui est adepte de n'importe quoi. Du chaos. Du chaos, c'est ça, et elle aime ne pas respecter les règles, et forcément ça va foutre le bordel dans cet univers, et c'est donc un manga qui est signé par Atsushi Kaneko, c'est du grand art. C'est vraiment du grand art, quoi. Mais voilà, effectivement, Deathko, c'est hors propos, c'est hors. C'est Kaneko Universe, hein, c'est vraiment Kaneko Universe. En parlant de Kaneko Universe, il y a la réédition de Bambi là, aux éditions Imacho qui vient de ressortir. Qui sort. C'est ça, là il y a le tome 1 qui est dispo, puis début juillet, il y a le tome 2 de Bambi. Oh, c'est génial aussi, Bambi. Et là aussi, on est sur une tueuse. Alors, c'est pas une tueuse à gages. Ouais, elle n'est pas vraiment une tueuse non. Enfin, oui, non, parce que. Elle fait face à un Elvis Presley chelou, tu vois. Oui, c'est ça. Disons que le monde se sépare en deux catégories. Ceux qui adorent Kaneko et ceux qui ne le connaissent pas. Si vous faites partie de la deuxième catégorie, on vous conseille de lire au moins un manga de Kaneko. Ça peut être Deathko, ça peut être Search and Destroy. Search and Destroy, très rapide. Conseillé très fortement, parce que c'est un de nos mangas préférés de l'année dernière. Lisez-en au moins un. Parce que c'est quand même très très original et très addictif ce qu'il fait. Ouais, et puis là on a une tueuse à gages qui est Godpunk déjà. Godpunk, ça envoie du lourd dans un manga de Kaneko, ouais, et puis voilà, c'est totalement hors sujet dans la manière dont il traite les choses, c'est vraiment très personnel et c'est fou, t'en as dans tous les sens, et c'est aussi la plus violente, parce que elle déconne pas dans Deathko, c'est pas Violence Action, tu vois, elle est pas comme Kay toute mignonne. Kaneko, il a pas besoin de mettre violent dans son titre en général pour que... Ce qui explique pas mal. Après, il a mis Death, mais oui, effectivement. Oui, en tout cas, si on cherche une lecture différente et qu'on veut une héroïne punk et pulp à la fois, bah voilà, Deathko, là on est sur le bon niveau, on est sur le bon curseur de tueuse à gages. Avant de terminer cette émission, on voulait aussi vous faire une mini liste. Si vous voulez continuer dans cet esprit, là on vous a conseillé 6 mangas, mais si vous voulez continuer encore sur l'image de la tueuse dans le manga, on peut partir sur d'autres lectures où c'est pas forcément des tueuses à gages, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller? Lady Snowblood par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr. On aurait Butterfly Beast, t'en parlais tout à l'heure. Oui, en fait, je vais pas revenir, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est beaucoup plus historique ou réaliste, on va dire, dans sa vision de la tueuse à gages, qui est une ancienne shinobi mise au chômage, et du coup qui se retrouve à tuer ses anciens camarades, en quelque sorte les shinobi dévoués, ceux qui ne sont pas rentrés dans les ordres ou qui n'ont pas été embauchés par d'autres gens. Et donc en fait, elle va tuer ses anciens camarades, et donc elle a des contrats. Et elle le fait pour survivre dans cette nouvelle société. Et elle s'interroge forcément sur son geste, sur comment elle fait, pourquoi elle le fait. Voilà. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue. Dans l'esprit tueuse à gages, mais là on n'est pas forcément avec des tueuses à gages, mais l'esprit y est quand même. On peut aussi retrouver des personnages super intéressants dans Black Lagoon. Surtout qu'il y a des réimpressions là en ce moment. On peut commencer à retrouver le bouquin un petit peu partout. Toujours trouvable aussi, c'est Black Cat. Oui. Là aussi on a du tueur, on a de la tueuse. C'est des sweepers, c'est nettoyeurs. Bon, c'est pas exactement des, parce que normalement ils peuvent ramener leur proie vivante. Mais ils ont des contrats au début. Au début du manga, ils ont des contrats. Après, c'est plus free les contrats. Black Cat, ce qui est marrant, c'est que c'est l'auteur qui a fait ensuite To Love True Ball ou Ayakashi Triangle plus récemment, qui n'a absolument rien à voir avec ce titre. C'est dommage, c'était bien Black Cat. Black Cat, c'est super. C'est un des premiers mangas que j'ai lu de ma vie, après Fruit Basket. Tu vois. Comme quoi. Autre ambiance. Ouais, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, il y en a plein. Voilà, des tueuses dans le manga, il y en a beaucoup. Là, on pourrait faire une liste interminable, mais il faut à un moment donné qu'on termine cette émission. Cagnard, si tu veux conclure, par exemple, qu'est-ce que tu dirais de toutes ces tueuses à gages après l'image de la tueuse à gages?
Après la lecture de ces différents titres, je me suis dit qu'en fait la figure de la tueuse dans le manga, c'était un excellent moyen de traiter le thème de la vengeance au final. Et que ce soit la tueuse ou ses clients, en fait c'est vraiment le moteur principal d'une intrigue de vengeance. Et après, tout va dépendre en fait sur quoi tu veux mettre le projecteur. Est-ce que tu veux te concentrer plutôt sur la tueuse et la suivre dans sa quête de vengeance, ou est-ce que tu veux te concentrer sur ses clients, voire sur ses victimes, pour dépeindre une certaine partie de la société. Et je trouve que le spectre ouvert est assez large et assez intéressant. J'adore de toute façon la thématique de la vengeance, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup intéressé. Et en y réfléchissant, alors attention, je dis peut-être une énorme connerie à ce moment-là, mais je me suis dit que c'est peut-être le Japon qui a créé cette figure de tueuse, on va dire. Parce que quand j'ai réfléchi, même en termes de cinéma, la figure de la tueuse, à vrai dire, il n'y en a pas tant que ça. J'ai pensé à Nikita tout de suite, et juste après, j'ai pensé à Kill Bill. Kill Bill qui s'est inspiré de Disney Blood. Voilà, donc on peut pas dire que c'est de la création originale. Avec l'histoire de Oren Ishii, qui est incroyable. Oui. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à cette figure de la tueuse. On va dire que ça a été ma prise de conscience de la figure de la tueuse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu GoldenEye, le James Bond, GoldenEye. Il y a Elena, qui est une tueuse russe qui tue les hommes entre ses cuisses. Vous vous souvenez pas de ça? Elle leur casse les côtes et tout ça. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être la figure du tueur occidental, tout ça, pas de souci, on comprend, on connaît, on a plein d'exemples. La figure de la tueuse, je trouve que c'est beaucoup plus rare, et j'ai l'impression que ça vient un petit peu plus du côté Japon, de la mettre en personnage principal, vraiment. Ça peut être un membre de cast, comme dans GoldenEye, tu vois, où elle fait partie de l'équipe, mais c'est plutôt une méchante. Alors que là, j'ai l'impression que le Japon, il a un peu tendance à mettre l'accent sur une protagoniste et à en faire une tueuse. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être une espèce de mythe un peu plus moderne qui venait de la tradition de la kunoichi, de la ninja femme qui était entre l'espionne et la tueuse. Et qui était une assassin aussi, finalement. Donc eux, au final, dans leur histoire, ils ont cette figure qui existe depuis longtemps, et c'est une manière de la remettre en avant, peut-être. Je ne sais pas. Je lance l'idée comme ça. C'est une interprétation. Ouais. Mais je trouve que c'est pertinent parce qu'effectivement, moi, ce qui m'a intéressé vraiment dans ce thème-là, c'est justement la question un peu figure ambivalente de la femme fatale, qui est ce personnage fantasmé, comme je disais tout à l'heure, mais par les hommes, une sorte qui est une version aussi forcément plus moderne aujourd'hui, de la femme qui gagne sa vie en tuant des gens, avec ce côté mignon, sexy, on sait plus, bon bref. Infantilisé, même maintenant un peu. Mais effectivement, c'est vrai que pendant longtemps, la femme fatale, c'était soit l'ennemi, soit un personnage secondaire. C'était... il fallait qu'elle soit là un petit peu pour plaire aux chalands, et en quelque sorte, et avec un protagoniste principal donc masculin. Et là, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir l'évolution en quelque sorte aussi en fonction des différents pays, en fonction des cultures, et en fonction justement d'une certaine modernité, et comment le regard de la société peut changer en fonction des endroits et du temps sur la femme tueuse. Moi, c'était trop cool de faire cette émission, ouais. Et puis dans le côté enfant, on avait pu voir quelque chose à travers le personnage de Nathalie Portman dans Léon, bien sûr, où elle était en formation pour devenir une tueuse, tu vois. Ça existe aussi malgré tout dans le cinéma, mais c'est vrai que... Non, pardon, parce que je pense forcément à Nathalie Portman. Je me souviens d'une interview qu'elle avait faite et que j'avais trouvé... C'était scandalisant, mais forcément, elle a un rôle, elle est très jeune. Elle est vraiment très jeune. Elle s'habille comme une femme pourtant dedans. Voilà, et en fait, pendant toute la promo de ce film, elle a été incroyablement sexualisée. Elle a très mal vécu. Elle a eu beaucoup de harcèlement, beaucoup d'agressions aussi, vis-à-vis des hommes à cause de ce rôle-là. Comme quoi, finalement, même en jouant un enfant, il y a quelque chose de fantasme absolu en fait dans cette figure de la tueuse. Bien sûr. Et je pense que dans le manga, il y a une partie de ça, mais en même temps, ce que je trouve que les Japonais ont apporté, en tout cas dans cette image par rapport au cinéma, et ce que le cinéma n'a pas apporté, en tout cas à ce point-là, c'est qu'il y a vraiment un côté terre-à-terre, métier. Oui, job. On a ce sentiment que ça a l'air normal, alors que dans les fictions occidentales, on est plus dans un côté vraiment irréel. Oui, et personnage qui a fait que ça. Alors, tu vois, pour reprendre l'exemple de The Fable, c'est un tranche de vie tueur à gages. Ouais. Et c'est un mec, il a l'air un peu débilos quand même, tu vois, mais il est hyper passionnant à suivre pour ça. Et là, elles sont un peu toutes passionnantes à suivre pour ça, parce qu'elles sont un peu humaines quand même. Mais on est dans des récits vraiment différents, et ils adaptent, ils prennent l'image,
et il adapte un récit et il le met dans un autre cadre. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce travail-là. Je suis d'accord, mais du coup, ça veut aussi dire potentiellement quelque chose de leur rapport à la mort aussi. Peut-être aussi, tout à fait. Beaucoup plus trivial. Mais quoi qu'il en soit, de par nos différences d'éducation, le confucianisme, etc., Julie, elle en parle assez souvent, on a forcément un rapport qui est radicalement différent avec la mort. C'était bien. On va se terminer là maintenant, c'était parfait. Une blague peut-être. Allez, quelqu'un. Bon merci de nous avoir écoutés. Non mais voilà, on va pas enchaîner par une blague derrière ça. Mais lisez ces titres en tout cas. Moi j'ai été vraiment ravi de les découvrir pour certains, de les redécouvrir pour Kiruo Kill Me. Mais c'est vraiment des petites pépites qui changent un petit peu du genre. Il y aura peut-être pas forcément d'adaptation animée, mais c'est des titres qui valent le détour, je pense. Je vous refais la liste. Defco, c'est aux éditions Casterman Saka. Kiruo Kill Me aux éditions Kurokawa. De nous, il ne restera que descendre aux éditions Kana Candy and Cigarette, c'est Casterman Saka. Spy Family, c'est Kurokawa. Et Violence Action, c'est Pika. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. C'était super. Merci d'avoir participé à cette émission. Avec pas de soucis, on passe à nous. Et on se dit à la semaine prochaine pour parler de quoi ? De quoi on peut parler ? Je sais pas, on peut parler des élections législatives. Non, on va parler des vilains dans My Hero Academia. C'est la même chose, non ? C'est politique, c'est tout le monde qui a levé les bras là, genre My Hero. Et ouais, la semaine prochaine, on vous parle de My Hero Academia. Soyez au rendez-vous. Ciao, salut. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.